l'inquiétude de Fernando Pessoa avec Denis Lavant. Une réalisation de Michel Sidorov. Lettre à Mario de Sá Carneiro, 14 mars 1916. Je vous écris aujourd'hui, poussé par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face, la rive de ce côté-ci. C'est là toute la raison de mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n'abordera à celui où la vie cesse de faire souffrir. Et il n'est pas de quai où l'on puisse oublier. Tout cela s'est passé voici bien longtemps, mais ma tristesse est plus ancienne encore. En ces jours de l'âme comme celui que je vis aujourd'hui, je sens, avec toute la conscience de mon corps, combien je suis l'enfant douloureux malmené par la vie. On m'a mis dans un coin d'où j'entends les autres jouer. Je sens dans mes mains le jouet cassé qu'on m'a donné, ironiquement, un jouet de fer blanc. Aujourd'hui, 14 mars, à 9h10 du soir, voilà toute la saveur, voilà toute la valeur de ma vie. Dans le jardin que j'aperçois, par les fenêtres silencieuses de mon incarcération, on a lancé toutes les balançoires par-dessus les branches, d'où elles pendent maintenant. Elles sont enroulées tout là-haut, ainsi l'idée d'une fuite imaginaire ne peut même pas céder des balançoires pour me faire passer le temps. Tel est plus ou moins, mais sans style, mon état d'âme en ce moment. La vie me fait mal à petits bruits, à petites gorgées, par les interstices. Tout cela est imprimé en caractères tout petits dans un livre dont la brochure se défait déjà. Si ce n'était à vous, mon ami, que j'écris en ce moment, il me faudrait jurer que cette lettre est sincère et que toutes ces choses, reliées hystériquement entre elles, sont sorties spontanément de ce que je me sens vivre. Mais vous sentirez bien que cette tragédie irreprésentable est d'une réalité à couper au couteau, toute pleine d'ici et de maintenant, et qu'elle se passe dans mon âme comme le ver monte dans les feuilles. Voilà pourquoi le prince ne régna point. Cette phrase est totalement absurde, mais je sens en ce moment que les phrases absurdes donnent une intense envie de pleurer. Il se peut fort bien, si je ne mets pas demain cette lettre au courrier, que je la relise et que je m'attarde à la recopier à la machine pour inclure certains de ces traits et de ces expressions dans mon livre de l'inquiétude. Mais cela n'enlèvera rien à la sincérité avec laquelle je l'écris, ni à la douloureuse inévitabilité avec laquelle je la ressens. Voilà donc les dernières nouvelles. Il y a aussi l'état de guerre avec l'Allemagne, mais déjà bien avant cela, la douleur faisait souffrir. De l'autre côté de la vie, ce doit être la légende d'une caricature quelconque. Cela n'est pas vraiment la folie, mais la folie doit procurer un abandon à cela même dont on souffre, un plaisir astucieusement savouré, des chaos de l'âme peu différents de ceux que j'éprouve maintenant. Sentir. De quelle couleur cela peut-il être? Je vous serre contre moi 1000 et 1000 fois, vôtre, toujours vôtre. Fernando Pessoa. Post-scriptum. J'écris cette lettre d'un seul jet.
En la relisant, je vois que, décidément, je la recopierai demain avant de vous l'envoyer. J'ai bien rarement décrit aussi complètement mon psychisme, avec toutes ses facettes affectives et intellectuelles, avec toute son hystéro-neurasthénie fondamentale, avec tous ses carrefours et intersections dans la conscience de soi-même, qui sont sa caractéristique si marquante. Vous trouvez que j'ai raison, n'est-ce pas ? Manuscrit trouvé dans un tiroir. Pour ne pas laisser le livre sur la table de ma chambre, ainsi soumis à l'inspection des mains discutablement propres des employés de l'hôtel, j'ai ouvert, non sans effort, le tiroir et je l'ai mis là en le poussant vers le fond. Il a heurté quelque chose, car le tiroir n'était guère profond. Le seul manuscrit du baron de Thèves. J'ai rencontré aujourd'hui, au hasard des rues, séparément, deux amis à moi qui s'étaient fâchés l'un avec l'autre. Chacun m'a fait le récit de ce qui les avait fâchés. Chacun m'a dit la vérité. Chacun m'a donné ses raisons. Tous deux avaient raison. Tous deux avaient parfaitement raison. Ce n'était pas que l'un vit une chose et l'autre une autre, ou que l'un vit un aspect des choses et l'autre un aspect différent. Non. Chacun d'eux voyait les choses exactement comme elles s'étaient passées. Chacun les voyait selon un critère identique à celui de l'autre, mais chacun voyait une chose différente et chacun, par conséquent, avait raison. J'ai été troublé par cette double existence de la vérité. Je sens proche, parce que moi-même je la souhaite proche, la fin de ma vie. Ces 2 derniers jours, j'ai passé mon temps à brûler un à un, et cela m'a pris 2 jours, parce que j'ai parfois relu tous mes manuscrits, les notes de mes pensées défuntes, les réflexions, souvent des morceaux entiers, destinés aux œuvres que je ne pourrais jamais écrire. J'ai fait sans hésiter, cependant non sans souffrir à bas bruit, ce sacrifice par lequel j'ai voulu prendre congé, comme lorsqu'on brûle les ponts des rivages de la vie que je vais quitter. Je suis libéré et résolu. Me tuer. Je vais à présent me tuer. Mais je veux au moins laisser, avec la précision dont je pense être capable, un souvenir intellectuel de ma vie, un tableau intérieur de ce que je fus. Je désire, puisque je n'ai pas pu laisser de moi une kyrielle de beaux mensonges, laisser le peu de vérité que le mensonge de tout semble nous permettre cependant de dire. Ce sera mon seul manuscrit. Je le lègue non point comme Bacon au jugement charitable de la postérité, mais sans faire de comparaison, à la méditation de ceux que l'avenir reconnaîtra comme mes pères. Je sens, en rompant tous les liens, excepté le dernier entre la vie et moi, cette clarté qui permet à l'âme de sentir et à l'entendement de comprendre, et qui me donne la force des mots, non pour réaliser l'œuvre que jamais je n'aurais pu réaliser, mais au moins pour dire simplement pour quelle raison je ne l'ai pas accomplie. Ces pages ne sont pas ma confession, mais ma définition. Je sens, en commençant à les écrire, que je vais pouvoir les écrire en respectant une certaine vérité. J'atteins la satiété
du néant, la plénitude de nulle chose. Ce qui m'amènera au suicide, c'est une impulsion pareille à celle qui vous amène à vous coucher tôt. J'ai plongé dans un intime sommeil toutes mes intentions. Rien ne peut plus transformer ma vie. Si. Oui, mais un si, c'est toujours une chose qui ne s'est pas produite. Et si elle ne s'est pas produite, pourquoi supposer ce qu'elle aurait été si elle avait été ? J'appartiens à une génération, en supposant qu'il y ait dans cette génération d'autres gens que moi, qui a perdu également la croyance aux dieux des religions antiques et la croyance aux dieux des irréligions modernes. Je ne puis accepter Jéhovah ni l'humanité. Le Christ et le progrès sont pour moi des mythes du même monde. Je ne crois ni en la Vierge Marie, ni en l'électricité. J'ai toujours été un millimétreur de la pensée, donc scrupuleux dans le langage de mon écriture et dans l'organisation de la pensée que j'aurais à exposer. La mort de ma mère a brisé le dernier des liens extérieurs qui me rattachaient encore à la sensibilité de la vie. Au début, j'ai été comme abruti. De cet abrutissement qui ne conduit pas à l'erreur, mais qui semble un vide mort dans le cerveau, une connaissance intuitive du néant. Ensuite, le dégoût qui était devenu pour moi angoisse m'a envahi sournoisement sous forme d'exaspération. Son amour, qui n'avait jamais été clair pour moi de son vivant, est devenu lumineux quand je l'ai perdu. J'ai découvert, par le manque, comme on découvre la valeur de toute chose, que l'affection m'était nécessaire, que, comme l'air, elle se respire sans qu'on la sente. Je réunis toutes les conditions pour être heureux, sauf le bonheur. Les dites conditions sont indépendantes les unes des autres. Je suis la maturité dont René a été l'adolescence. Le genre ne change pas, l'espèce si. Même retour de l'esprit sur lui-même, pareille insatisfaction. Les adolescents ont, derrière toutes leurs inquiétudes, l'élan aveugle qui les pousse vers la vie. Delta. Rousseau. Delta. Mais il a commandé l'Europe. Chateaubriand a gémi et rêvé, cependant il a été ministre. Vigny a vu de ses pièces représentées. Antero a prêché le socialisme. Léopardi était philologue. Je pose la plume sans la poser, et je vois, par la fenêtre ouverte sur la campagne nocturne, l'éclairage de la lune haute et ronde répandre dans l'air une nouvelle façon de voir. Combien de fois une nuit de ce genre m'accompagne pour des méditations sans fin, des rêves sans objet, des veilles sans travail ni réflexion. Je sens mon cœur comme un poids inorganique. Dans le silence entièrement noir des arbres pétrifiés, leurs profils se découpent comme si la vérité existait. Mon intime renoncement à toute spéculation métaphysique, ma nausée morale à l'égard de toute systématisation de l'inconnu ne viennent pas, comme pour la majorité des gens qui seraient d'accord avec moi, de l'inaptitude à la spéculation. J'ai pensé et je sais. J'ai établi avant tout une sorte d'épistémologie psychologique. J'ai créé, à l'usage de ma compréhension des systèmes, un critère d'analyse de leurs producteurs. Je ne veux pas dire que j'ai découvert qu'une philosophie n'est que l'expression d'un tempérament. Cela, je suppose que d'autres l'ont découvert. Mais j'ai découvert, pour m'orienter, qu'un tempérament est une philosophie. La préoccupation d'un individu pour lui-même
m'a toujours semblé l'intromission en matière littéraire ou philosophique d'un manque d'éducation. Celui qui écrit ne se rend pas compte qu'il parle par écrit. Et il y a ainsi beaucoup de gens qui écrivent des choses qu'ils n'oseraient pas dire. Il y a ceux qui s'étendent pendant des pages et des pages sur l'explication et l'analyse de leur propre personne, eux-mêmes qui, certains d'entre eux en tout cas, ne se permettraient pas de fatiguer un auditoire même bien disposé à leur égard avec le récital de leur personnalité. Le pessimisme, je l'ai constaté, est souvent un phénomène de refus sexuel. Il en va ainsi clairement de Léopardi et d'Antero. Dans cette élaboration d'un système fondé sur les phénomènes sexuels proprement dits, je ne peux m'empêcher de voir quelque chose d'implacablement grossier et vil. Tous les individus grossiers ont besoin de la touche sexuelle. C'est elle, d'ailleurs, qui les distingue. Ils ne pourraient raconter d'histoires drôles en dehors de la sexualité. Ils ne sauraient avoir de l'esprit en dehors de la sexualité. Ils voient dans tous les couples une raison sexuelle à la formation de leur couple. Quel rapport le système de l'univers a-t-il avec les failles sexuelles des uns et des autres ? Je sais bien que dans cet écrit, précisément, je m'oppose aux principes que j'avais établis. Ces pages, cependant, sont un testament, et dans les testaments, celui qui l'écrit parle forcément de lui. Il y a une certaine latitude de tolérance à l'égard des moribonds, et ces mots sont ceux d'un moribond. Ce n'est pas dans l'individualisme que réside notre mal, mais dans le caractère de cet individualisme. Et ce qui le caractérise, c'est d'être statique au lieu de dynamique. Nous nous accordons de la valeur du fait de nos pensées et non du fait de nos actes. Nous oublions que nous ne l'avons pas fait, ne l'avons pas été, car la première fonction de la vie, c'est l'action, comme le premier aspect des choses, c'est le mouvement. En donnant à ce que nous pensons l'importance qu'implique de l'avoir pensé, en nous prenant chacun d'entre nous vis-à-vis de nous-mêmes, non, comme disait le grec, pour mesure de chaque chose, mais pour sa norme ou sa jauge, nous créons en nous non une interprétation de l'univers, mais une critique de l'univers, que, ne le connaissant pas, nous ne pouvons critiquer, et les plus débiles et les plus délirants d'entre nous élèvent cette critique au niveau d'une interprétation, mais une interprétation imposée, comme l'hallucination proprement dite, hallucination non déduite, simple induction. C'est l'hallucination proprement dite, car l'hallucination est une illusion accrochée à un fait mal compris. L'homme moderne, s'il est malheureux, est pessimiste. Delta. Il y a quelque chose de vil, de dégradant, dans cette transposition de nos douleurs à l'univers entier. Il y a quelque chose de sordidement égoïste à supposer que soit l'univers est en nous, soit nous en sommes une espèce de centre et de résumé ou de symbole. Le fait que je souffre peut être, en effet, un obstacle à l'existence d'un créateur intégralement bon, mais elle ne prouve pas l'inexistence d'un créateur. Non plus que l'existence d'un créateur mauvais, pas même l'existence d'un créateur impartial. Cela prouve seulement que le mal existe dans le monde, chose qui ne représente pas une découverte et que personne jusqu'ici ne s'est avisé de nier. Accorder de la valeur et de l'importance à nos sensations, seulement parce que ce sont les nôtres, nous faisons cela consciemment ou inconsciemment. Cette vanité intérieure que nous appelons si souvent orgueil, comme nous appelons notre vérité les vérités de toutes les espèces. Je ne me repens pas d'avoir brûlé l'ébauche de toutes mes œuvres. Je n'ai plus rien à léguer au monde. L'ascétisme involontaire. La faiblesse des natures chez lesquelles l'intelligence est comme une circulation du sang, une condition fondamentale, une base organique de la vie. L'air, par cet après-midi d'automne, était d'une grande douceur, et les montagnes au loin se découpaient avec une froide netteté. Je n'ai cependant pas beaucoup pensé à elles, mais seulement à mes propres pensées.
Tout ce qui avait eu lieu m'est apparu plus triste que si cela n'avait pas eu lieu. S'est abattue sur nous la plus profonde et la plus mortelle des sécheresses de tous les siècles, celle de la connaissance intime de la vacuité de tous les efforts et de la vanité de tous les projets. À une même époque, dans une même société, l'homme normal athée agit socialement en tout comme l'homme normal théiste. Pourtant, il semblerait qu'en peu de choses, ils doivent agir en parallèle. Il n'y a thèse ni théorème qui affecte l'atmosphère que l'on respire. L'intelligence vit à part, comme les rêves. L'intelligence, tout porte à le croire, est seulement le nom que nous donnons à une forme aride de l'imagination. Le roman et le traité d'orthographe sont des romans sur un certain nombre de sujets qui diffèrent moins entre eux que le roman de Cap et d'Épée du roman de Meur, ou le conte policier de la nouvelle sentimentale. Quand cependant je lis Rousseau ou Chateaubriand, Delta, je sens avec horreur que tout mon culte de l'objectif, du réel, du delta, ne me dépouille pas d'une affreuse identité substantielle avec eux. Il y a des pages de l'un ou de l'autre qui m'angoissent. Elles paraissent écrites, je ne dirais pas par moi, mais, ce qui serait pour moi d'une absurdité pertinente, par un frère jumeau que je n'ai pas eu, quelqu'un qui est différemment la même chose que ce que je suis. Malgré tout, je n'admire pas les Grecs. Ils m'ont toujours donné l'impression, je ne dirais pas de fausseté agressive, mais de simplicité à l'excès. Ce sont des enfants par rapport à nous, avec tout l'attrait, mais aussi l'incomplétude des enfants. Leur supériorité elle-même sont celles où les enfants, tout en gardant ce qu'il y a de différent dans leur vérité, prennent l'avantage sur les adultes. Ils acquièrent, en grandissant, une complexité qui n'est pas qu'avantage. Ils perdent, en cela conciliant, la spontanéité de l'émotion, de la sensation de l'enfant, celle-là même que personne n'a eue autant que les Grecs. Ils perdent le raisonnement limpide et implacable de l'enfant, celui-là même que les Grecs avaient comme personne. Ils perdent l'égoïsme simple et direct, l'imagination fraîche et humaine, l'élaboration soigneuse des faits, ce qui distingue les Grecs dans la vie, dans la pensée et dans l'art. Il y a des apports grecs qui ont même l'air d'un jeu fait pour enfants, conçu par eux, comme l'élection par tirage au sort, la délibération démocratique des simples soldats d'une armée d'égal à égal avec leurs officiers supérieurs, et à propos des choses intéressant la compagnie elle-même. Je n'ai jamais pu me convaincre que je pouvais, ou que quelqu'un sûrement pourrait, apporter un soulagement effectif ou intense, et moins encore une guérison aux maux humains. Mais jamais non plus je n'ai pu les ôter de ma pensée. La plus petite angoisse humaine, et plus encore le simple fait de l'imaginer, m'a toujours angoissé, m'a bouleversé, m'a retiré le pouvoir de me concentrer et de m'égoïser. La conviction que toute thérapeutique de l'âme est vaine aurait dû, assurément, me hisser à un sommet d'indifférence, le voile nébuleux de cette conviction enveloppant les agitations de la terre. La pensée, cependant, si puissante qu'elle soit, ne peut rien contre la révolte de l'émotion. On ne peut pas ne pas sentir, comme on ne peut pas ne pas marcher. C'est ainsi que je porte assistance, et ai toujours porté assistance, depuis que je me rappelle avoir ressenti les émotions les plus nobles, à la douleur,
à l'injustice et à la misère qu'il y a dans le monde, de la même façon qu'un paralytique porterait assistance à un homme qui se noie et qu'aucune personne, même valide, ne parviendrait à sauver. La douleur d'autrui est devenue pour moi plus qu'une douleur unique, celle de la voir irréparable, et de savoir que la concevoir irréparable m'appauvrit même de la noblesse inutile d'envisager les gestes permettant de la réparer. Mon manque d'impulsivité a toujours été, finalement, à l'origine de tous mes maux. Ne pas savoir vouloir avant de penser. Ne pas savoir m'abandonner. Ne pas savoir décider de la seule façon dont on décide en prenant la décision et non en y réfléchissant. Bourricot de Buridan qui meurt sur la bissectrice mathématique partageant l'eau de l'émotion et la paille de l'effort, capable, si je ne pensais pas, de mourir. Oui, mais ni de faim ni de soif. Tout, quand je pense ou quand je sens, inévitablement se transforme pour moi en volant d'inertie. La pensée, qui pour d'autres est la boussole de l'action, est pour moi son microscope, qui me fait voir des univers à franchir là où un pas aurait suffi pour traverser. Comme si l'argument de Zénon de l'intransposabilité de tout espace qui, parce qu'il est infiniment divisible et par conséquent infini, était une drogue étrange avec laquelle on aurait intoxiqué mon organisme spirituel. Et le sentiment qui, chez d'autres, se glisse dans la volonté comme une main dans un gant ou la main sur le pommeau d'une épée, a toujours été chez moi une autre façon de penser, futile comme la crise de fureur qui nous fait trembler à ne plus pouvoir bouger, espèce de panique exaltée qui, comme toute panique, laisse coller au sol l'individu craintif que sa crainte elle-même devrait faire fuir. Toute ma vie a été une bataille perdue sur la carte. La lâcheté n'a même pas fréquenté le champ de bataille, ou peut-être elle ne se serait pas montrée, mais le bureau du chef d'état-major, de ce chef face à lui-même et à sa conviction de la défaite. On n'a pas osé utiliser le plan, car il aurait été imparfait. On n'a pas osé le rendre parfait, encore que jamais il n'aurait pu l'être réellement, parce que la conviction qu'il ne le serait pas a brisé la volonté qui aurait permis même imparfait de l'essayer. Je n'ai jamais pensé que le plan, bien qu'imparfait, aurait pu être plus parfait que celui de l'ennemi. C'est que mon vrai ennemi, qui l'emporte sur moi depuis Dieu, c'est cette même idée de la perfection, marchant sur moi à la tête de toutes les armées du monde, avant-garde tragique de tous les hommes en armes du monde. Il n'est de plus grande tragédie que l'égale intensité dans la même âme ou chez le même homme du sentiment intellectuel et du sentiment moral. Pour être nettement et absolument moral, on doit être un peu stupide. Pour être absolument intellectuel, on doit être un peu immoral. Je ne sais quel jeu ou ironie des choses condamne l'homme à l'impossibilité de développer cette dualité. Pour mon malheur, elle est présente en moi. Ainsi, parce que je possédais deux vertus, je n'ai jamais rien pu faire de moi. Ce n'est pas l'excès d'une qualité, mais l'excès de deux qui m'a tué pour la vie. Chaque fois que, dans n'importe quel domaine, j'ai eu un rival, ou la possibilité d'avoir un rival, j'ai évidemment abdiqué sans hésiter. C'est une des rares choses de la vie où je n'ai jamais eu d'hésitation. Jamais mon orgueil n'a supporté que je rivalise avec un autre, avec, en plus, l'ignoble éventualité de la défaite. De même, jamais je n'ai pu participer à un jeu de compétition. J'ai toujours perdu avec rancœur et dépit. Parce que je me trouvais supérieur à tous? Non, car je ne me suis jamais trouvé supérieur aux échecs ou au whist. Par simple orgueil. Un orgueil effusif et sanglant qu'aucun effort, même désespéré, de mon intelligence n'a pu dompter ou tarir. Je me suis toujours mis hors le monde et la vie, et l'agression d'éléments leur appartenant m'a toujours blessé comme une basse insulte. La révolte soudaine d'un laquais universel.
Ce qui m'indignait tout particulièrement contre moi-même, dans ces moments de doute pénibles où je savais depuis toujours qu'il n'y aurait pas de solution, c'était l'intromission du facteur social dans le jeu déséquilibré de mes décisions. Jamais je n'ai pu surmonter l'influence de l'hérédité et de l'éducation dans l'enfance. J'ai toujours pu rejeter les concepts stériles de noblesse et de position sociale, je n'ai jamais pu les oublier. Ils sont là en moi comme une couardise que je déteste, contre laquelle je me révolte, mais qui me retient par des liens étrangers à l'intelligence et à la volonté. J'ai eu une fois l'occasion de me marier, qui sait, d'être heureux, avec une jeune fille toute simple, mais entre elle et moi se sont dressées dans mon âme indécise 14 générations de barons, la vision du bourg se gaussant de mon mariage, le sarcasme des amis même pas intimes, un vaste inconfort fait de petites choses, mais de tant de petites choses que cela me pesait comme de commettre un crime. Et ainsi, moi, homme d'intelligence et liberté, j'ai perdu le bonheur à cause du voisinage que je méprise. La façon dont elle s'habillerait, les manières qu'elle adopterait, comment elle recevrait chez moi, ou peut-être je n'aurais personne à recevoir. Toutes les inélégances de langage ou d'attitude que sa tendresse ne suffirait pas à me faire oublier, pas plus que son dévouement attentionné, tout cela se dressait devant moi comme le spectre de choses graves, comme si c'était un argument valable durant les nuits de veille où je me débattais avec le désir de la posséder, pris dans le vaste filet d'impossibilité qui m'a toujours entravé. Je me rappelle aussi, avec une précision où se mêle le parfum vague de l'air printanier, l'après-midi où, méditant sur ces choses, je décidai de renoncer à l'amour comme à un problème insoluble. C'était en mai, un mai d'été doux, fleuri, répandant sur les terrains de ma propriété ses diverses couleurs, tamisées par la lente fin du jour. Je promenais mes remords entre mes rares bosquets. J'avais dîné de bonne heure et j'avançais symboliquement seul sous les ombrages inutiles et le murmure lent des frondaisons imprécises. S'empara alors soudainement de moi un désir intense de renoncement, de claustration ferme et définitive, un dégoût de tous mes désirs, de tous mes espoirs, qu'extérieurement je pouvais si facilement réaliser et qu'intimement j'étais dans l'impossibilité de souhaiter. C'est de ce moment doux et triste que date le début de mon suicide. Je considère le duel, bien sûr, comme une absurdité. J'ai estimé cependant qu'ayant comme tout le monde toujours vécu dans l'acceptation, volontaire ou non, des conventions sociales et jouissant, grâce au prestige social que me donne mon titre, de leurs avantages, il serait lâche de ma part de me dérober à la pratique de l'une d'entre elles, sous prétexte qu'elle était la seule à impliquer un risque. L'abstrait a toujours été pour moi plus impressionnant que le concret. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, je n'avais peur de personne, même pas de bestioles, delta. Mais j'avais peur, ça oui, des pièces obscures. Je me rappelle que cette apparente singularité désorientait la psychologie sommaire de mon entourage. De même, contrairement à tout un chacun, j'ai toujours eu plus peur de la mort que de mourir. Je méprisais auparavant et je méprise la souffrance. J'ai toujours tenu en plus haute estime ma conscience que les sensations agréables de ma peau. Lors de l'unique opération chirurgicale que j'ai subie il n'y a pas longtemps, l'amputation de la jambe gauche, j'ai refusé l'anesthésie. Je me serais pareillement refusé à une anesthésie locale si elle s'était déjà pratiquée. Si je m'achemine aujourd'hui vers la mort volontaire, c'est parce que le quant à soi du condamné m'est devenu impossible. Ce n'est pas la douleur morale qui me pousse à me tuer,
C'est la vacuité morale sur laquelle repose la douleur. Mon état d'âme est celui-là même sur lequel s'appuient les grands mysticismes, des renoncements transcendants. Mais eux s'adossent à la foi et je n'ai pas la foi. C'est d'ailleurs le fait de ne pas avoir la foi, ou de ne pas pouvoir, ou ne pas savoir avoir la foi qui constitue la base de mon propre vide face à la conscience du monde. Mais l'idée qu'il était beaucoup plus probable que je sois blessé et non que je meure m'a fait renoncer aussitôt à cet affrontement. Je n'ai jamais eu peur de la souffrance, au contraire, je l'ai méprisée, ou plutôt, j'ai méprisé la crainte qu'elle pouvait entraîner. C'est même l'un des aspects qui m'a lancé le plus grand défi à l'époque où je me proposais cette confrontation. Il est étrange que, dans ce duel, ce qui me préoccupait le plus, cette préoccupation à chasser toutes les autres, c'était d'être battu, d'être sur le pré inférieur à mon adversaire. J'ai toujours considéré chez moi comme un trait d'infériorité insurmontable de ne pas savoir perdre. Et la crainte de ne pas pouvoir dissimuler l'émotion causée par le dépit est quelque chose qui m'a toujours éloigné des jeux, des compétitions, de tout ce que me mesurer avec quelqu'un impliquait. Cela, je l'avoue, devait me conduire à presque me dérober au duel s'il était possible ou admissible de le faire. La conduite rationnelle de la vie est impossible. L'intelligence ne fixe pas de règles. Alors, j'ai compris ce qui est peut-être caché dans le mythe de la chute. A frapper les yeux de mon âme, comme un éclair frappe ceux du corps, le véritable sens de cette tentation qui a conduit Adam à goûter l'arbre dit de la connaissance. Depuis que l'intelligence existe, toute vie est impossible. La première notion claire que j'ai eue de mon terrible manque d'intérêt pour moi-même et pour ce que j'avais anciennement considéré comme étroitement mien, c'est quand un jour, loin de chez moi, j'ai entendu une alerte au feu qui me paraissait venir du village. M'est venue l'idée que ce pouvait être chez moi, ou d'ailleurs ça n'était pas le cas. Et tandis qu'autrefois une frayeur à l'idée de perdre mes manuscrits se serait emparée de mon âme tout entière, j'ai remarqué, doublement stupéfait, que la possibilité que le feu soit chez moi m'avait laissé indifférent, presque heureux à l'idée que, mes manuscrits une fois détruits, ma vie s'en trouverait simplifiée. Autrefois, la perte de mes manuscrits, de toute l'œuvre fragmentaire mais minutieuse de ma vie, m'aurait condamné à la folie. Désormais, je l'envisageais comme un incident fortuit de mon destin, non comme un coup mortel qui détruirait, parce qu'il en anéantirait les manifestations, ma propre personnalité. J'ai alors commencé à comprendre à quel point l'effort permanent en vue de la perfection inaccessible finit par lasser. Et j'ai compris les grands mystiques et les grands ascètes qui découvrent dans leur âme la futilité de la vie. Que pouvait-il y avoir de moi dans ces papiers manuscrits? Avant, j'aurais dit tout. Aujourd'hui, je dirais soit rien, soit pas grand-chose. Un truc étrange. J'étais devenu objectif vis-à-vis de moi-même. Mais je ne pouvais pas cerner clairement si, de ce fait, je m'étais trouvé ou perdu. Pourrait-il y avoir le feu chez moi? Tous mes manuscrits, l'expression de toute ma vie risquerait-il de brûler? Auparavant, chaque fois que cette idée me venait seulement à l'esprit, une énorme frayeur me paralysait. Et je me suis rendu compte tout à coup, je ne sais si avec ou sans stupeur, je ne sais si en éprouvant ou pas de la frayeur, que cela n'aurait pas d'importance pour moi qu'il brûlasse. Quelle source! Quelle source secrète mais tellement mienne avait-elle pu se tarir dans mon âme? J'ai alors compris que toutes ces années de fatigue stérile avaient acheminé jusqu'à mon âme une lassitude infructueuse et profonde.
je m'étais assoupi, et avec moi s'étaient assoupis tous les privilèges de mon âme, les désirs qui rêvent tout haut, les émotions qui rêvent tout fort, les angoisses qui rêvent à l'envers. Idées brusques, admirables, mises en phrases partiellement avec des mots intensément appropriés, mais décousus, à bâtir ensuite, monuments que l'on dresse, mais ma volonté ne les aurait point accompagnés si elle devait avoir pour partenaire l'esthétique, et il n'est resté aucun paragraphe de l'éventuel conte, quelques lignes seulement, qui paraîtraient admirables, mais qui, en vérité, ne le seraient que si autour d'elle on avait écrit ce conte, dont elle constituait les moments expressifs, dires synthétiques, enchaînements. Certaines étaient des propos spirituels, admirables, mais incompréhensibles, sans le texte qui jamais n'a été écrit. Je mets fin à une vie qui m'a semblé pouvoir contenir toutes les grandeurs et que je n'en ai vu contenir aucune, si ce n'est mon incapacité à les vouloir. Si j'ai eu des certitudes, je me rappelle toujours que les fous en ont eu de plus grandes. Le besoin scrupuleux de la précision, l'effort intense pour être parfait, loin d'être des stimulations pour agir, sont d'intimes injonctions à y renoncer. Il vaut mieux rêver qu'être. Il est si facile de voir que tout est réussi dans le rêve. 1000 idées en même temps. Chacune d'elles un poème germait inutilement en moi. Si nombreuses que je ne pouvais m'en souvenir quand je les tenais, moins encore quand je les avais perdus. Un Shakespeare n'était pas assez succinct. Il déborde tellement qu'il se détrempe dans le sol et qu'il ne reste plus qu'un filet d'eau dans les stries du pneu de la voiture, là où il y en avait assez pour une énorme soif, s'il y avait eu un courant pour l'emporter. Pensez que j'ai pris pour une œuvre cette montagne de choses incohérentes restant finalement à écrire. Pensez, en cet instant définitif, que j'ai cru avoir la force de systématiser tous ces éléments au sein d'une œuvre achevée et visible. Si le pouvoir systématisateur de la pensée suffisait pour que l'œuvre se réalise, si la systématisation était une chose que l'intensité de l'émotion pût opérer comme un bref poème ou un court essai, alors à coup sûr mon œuvre se serait accomplie, car c'est elle qui se serait accomplie en moi, et non moi en elle comme élément déterminant. J'aurais pu, je le sais, en ne m'attachant qu'à ce que ma volonté peu rassembleuse pouvait faire, concevoir de brèves ébauches des futurs morceaux d'une grande œuvre jamais réalisable. J'aurais pu écrire divers livres de fragments, chacun en fait unique. J'aurais pu constituer avec toutes les phrases éparpillées dans mes notes plus qu'un livre de pensée qui ne serait ni superficiel ni pas assez nouveau. Mon orgueil, toutefois, n'a jamais accepté que je me permette moins que ce dont mon intelligence était capable. Je n'ai jamais pu me concéder à moi-même le droit au moyen terme ou à quoi que ce soit d'inférieur à ma personnalité et à mon ambition tout entière pour mon œuvre. Si j'avais constaté dans mon intelligence une incapacité à concevoir une œuvre synthétique, j'aurais réfréné mon orgueil, le tenant pour folie. Mais la faiblesse n'a jamais fait partie de mon intelligence, toujours capable de grandes synthèses et de puissantes systématisations. Mon malheur était la tiédeur de ma volonté face à l'effort terrible que cette globalité impliquait. Peut-être qu'avec ce critère, aucune œuvre jamais ne se serait réalisée dans le monde. Je le reconnais. Je reconnais que si tous les grands esprits avaient eu la scrupuleuse grandeur de ne vouloir exécuter qu'une chose parfaite, ou, sans pour autant retenir la thèse de l'impossible, entièrement conforme à la totalité de leur individualité, ils auraient renoncé, comme moi je renonce. Ne participe à la vie réelle du monde
que ceux qui ont plus de volonté que d'intelligence, ou plus d'impulsivité que de raison. Dijecta membra, a dit Carlyle, c'est ce qui reste de tout poète ou de tout homme. Mais un orgueil extrême, comme celui qui m'a tué et me tuera, ne peut supporter que soit exposé à l'humiliation supposée des âges à venir le corps mutilé et difforme de l'inévitable imperfection de l'âme dans laquelle il se loge et qu'il définit. Entre l'ascète et l'homme ordinaire, je ne reconnais pas, dans le domaine de la dignité de l'âme, une pratique intermédiaire ou un moyen terme. Celui qui agit, qu'il agisse. Celui qui renonce, qu'il renonce. Qu'il agisse avec la brutalité de l'action, qu'il renonce avec le despotisme du renoncement. Qu'il renonce sans larmes, sans apitoiement sur lui-même, maître au moins de la force de son renoncement. Qu'il se méprise, oui, mais avec dignité. Pleurer devant le monde. Et plus les pleurs seront beaux, plus nombreux sera le monde et publique la honte qui les accueillera. Voilà la dernière indignité que peut infliger à sa vie intime un vaincu qui ne garde pas son épée pour l'ultime devoir du soldat. Nous sommes tous des soldats dans ce régiment instinctif qu'est la vie. Nous devons vivre sous la loi de la raison ou sous aucune loi. Le plaisir est pour les chiens, la lamentation pour les femmes. L'homme ne possède en propre bien à lui que l'honneur ou le silence. J'ai ressenti cela, plus que jamais, dans les flammes du poêle où j'ai pour toujours mis un terme à mes écrits. Il y a quelque chose de sordide, d'autant plus sordide que ridicule, dans l'habitude qu'ont les faibles d'ériger en tragédie universelle les tristes comédies de leur propre tragédie. La conscience de ce fait m'a toujours empêché, injustement, je le reconnais, de retirer une parfaite émotion des vers des grands poètes pessimistes. Ma déception a été plus forte encore quand j'ai connu leur vie. Les trois grands poètes pessimistes du siècle dernier, Leopardi, Vigny et Antero, me sont devenus insupportables. La base sexuelle de leur pessimisme m'a laissé, dès que je l'ai entrevu dans leurs œuvres et confirmé dans le récit de leur vie, une sensation de nausée de l'intelligence. Je comprends la tragédie que peut représenter pour tout homme, et surtout pour un homme de grande sensibilité comme n'importe lequel de ces trois poètes, d'être privé, quelle qu'en soit la raison, de relations sexuelles, comme dans le cas de Leopardi et Antero, ou de relations aussi nombreuses et parfaites qu'il l'aurait souhaité, comme en ce qui concerne Vigny. Ces choses, cependant, font partie de la vie intime, et pour cette raison ne peuvent ni ne doivent faire l'objet de la publicité que l'on fait aux vers qu'on publie. Elles appartiennent à la vie privée et ne sont pas destinées à être transposées dans la littérature, car ni la privation de relations sexuelles, ni l'insatisfaction de ceux qui l'éprouvent représentent quoi que ce soit de typique ou d'important pour l'expérience humaine. Pourtant, si ces poètes avaient chanté directement leurs malheurs de second ordre, car ils sont de second ordre, quel que soit l'usage poétique que l'on en fait, s'ils avaient mis à nu leurs âmes, mais à nu, comme la nudité, non comme le maillot que l'on rembourre, la violence même des causes de leur douleur aurait pu leur arracher des cris dignes, en quelque sorte, écartant par l'absence de dissimulation le ridicule social qui, à tort ou à raison, pèse sur ces petitesses de l'émotion commune. Si un homme est lâche, il peut ou ne pas en parler, c'est ce qu'il y a de mieux, ou alors dire « je suis lâche » en employant le mot propre et brutal. Dans un cas, il a l'avantage de la dignité, dans le second, celui de la sincérité. Dans les deux, il échappera au ridicule. Dans le premier, rien n'est dit, et donc rien dont on puisse rire, et dans l'autre, rien n'est à découvrir, puisque lui-même l'a révélé. Mais le lâche, qui estime qu'il a le devoir de dire qu'il ne l'est pas, ou de dire que la lâcheté est universelle, ou d'avouer cette faiblesse de façon confuse et biaisée, qui ne dévoile rien mais ne voile rien non plus, celui-là
est ridicule aux yeux de la morale et irrite l'intelligence. Comment puis-je considérer avec gravité et tristesse l'athéisme de Léopardi, puisque je sais que cet athéisme serait guéri par la relation sexuelle? Comment puis-je respecter de bon gré et avec indulgence les délires, la tristesse, la désolation d'Antero, sachant que tout cela ne relève que du découragement d'une âme qui n'a pas trouvé de complément sexuel, psychique ou physique, peu importe? Comment pourrait m'impressionner le pessimisme de Vigny à l'égard des femmes? L'admirable et excessive tirade de la colère de Samson, si dans l'excès lui-même de cette composition, je distingue le peu ou mal aimé et en souffrant cruellement, dont Faguet a dit « c'est la projection solennelle de ce que le peuple appelle vulgairement le mal des cocus ». Quel genre de sérieux peut-on revendiquer devant cet argument qui est au cœur de l'œuvre de Léopardi? Je suis timide avec les femmes, donc Dieu n'existe pas. Comment ne pas rejeter la conclusion d'Antero? Je suis triste de ne pas avoir de femme qui me témoigne de l'amour, donc la douleur est universelle. Devrais-je accepter sans involontairement la mépriser, l'attitude de Vigny? Je ne suis pas aimé comme je le veux. C'est pourquoi la femme est un être vulgaire, mesquin, vil, qui contraste avec la bonté et la noblesse de l'homme. Des principes absolus, et de ce fait faux, ridicules et par là inesthétiques. Rare est d'ailleurs la chose déclenchant un rire public qui soit empreinte de bienséance et de dignité. Ou elle est d'une qualité qui s'impose aux masses, même si elles n'y ont rien compris, ou d'une qualité qui leur échappe, de sorte que si elle ne rit pas, c'est tout simplement parce qu'elle n'y voit rien. La plèbe ne rit pas de la critique de la raison pure. C'est la dignité de l'intelligence que de reconnaître qu'elle est limitée et que l'univers ne lui obéit pas. Reconnaître, avec ou sans dépit personnel, que les lois naturelles ne se plient pas à nos désirs, que le monde existe indépendamment de notre volonté, que le fait d'être triste ne prouve rien concernant l'état moral des astres ou même du bon peuple qui passe sous nos fenêtres. Là se trouve le bon usage de la raison et la dignité rationnelle de l'âme. De ma fenêtre, et même en ce moment où seule la mort m'attire, et alors que c'est vers elle, qui n'existe même pas en tant qu'elle, que je me hâte de me tourner, je vois les groupes joyeux de paysans qui rentrent, chantant presque religieusement dans l'air paisible du soir qui tombe. Je reconnais que leur vie est heureuse. Je le reconnais au bord de la tombe que je vais moi-même creuser, et je reconnais avec cet ultime orgueil de ne pas refuser de le reconnaître. Cette tristesse qui m'afflige, qu'a-t-elle à voir avec le vert universel des arbres, avec la joie naturelle de ces garçons et de ces filles? La fin de l'hiver où je m'abîme, qu'a-t-elle à voir avec le printemps répandu dans le monde en vertu de lois naturelles et dont l'action sur le cours des astres fait en ce moment fleurir les roses, tandis que son action sur moi me pousse à mettre fin à mes jours? Jusqu'où ne me rabaisserais-je pas à mes yeux et, à vrai dire, aux yeux de tous et de tout, si je disais à présent que le printemps est triste, que les fleurs souffrent, que les fleuves gémissent tristement, que dans le champ même des paysans, il y a de l'angoisse et des affres, parce qu'Alvaro Coelho de Ataïde, 14e baron de Tèves, a découvert avec tristesse qu'il ne peut écrire les livres qu'il veut. N'enseigne rien, car tu as encore tout à apprendre. Le rêve, s'il est trop vécu ou familier, devient une nouvelle réalité. Il tyrannise comme elle. Il cesse d'être un refuge. Les armées rêvées finissent par être défaites, comme celles qui sombrent et s'écroulent lors des combats et batailles du monde. Le rêve, la divagation, cette manifestation de la faiblesse de l'âme grâce à laquelle on se figure qu'on est heureux, ou aimé, ou célèbre, ou prince.
cette disposition d'esprit, delta, m'a toujours paru répugnante et vile. J'ai atteint, je crois, la plénitude de l'usage de la raison. Et c'est pourquoi je vais me tuer. Tel le gladiateur dans l'arène où le destin l'a placé. Faisant de cet esclave un condamné, je fais le salut, sans craindre le César qui se trouverait dans ce cirque environné d'étoiles. Je salue de face, sans orgueil, car un esclave n'y est pas autorisé, sans joie, car le condamné ne saurait la feindre. Pourtant, je salue, pour que ne manque pas à la loi celui à qui toute loi manque. Mais, une fois mon salut terminé, je plonge dans mon sein le glaive qui ne me servira pas au combat. Si le vaincu est celui qui meurt, et le vainqueur celui qui tue, de cette façon, m'avouant vaincu, je m'érige en vainqueur. C'était Livre de l'inquiétude de Fernando Pessoa, avec Denis Lavant. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre, Antoine Espel. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Michel Sidorov. Livre de l'inquiétude est publié aux éditions Christian Bourgois.